Merci Clémentine Autain d'avoir accepté notre invitation pour le podcast Avec Climat plaisir. Social. Vous êtes donc une des figures de la gauche française féministe, écologiste et anticapitaliste. Vous êtes députée de la France Insoumise depuis 2017 en Seine-Saint-Denis. Vous êtes aussi candidate au régional en tête de liste pour la région Île-de-France. Et vous êtes notamment directrice de publication à la revue Regard aussi. Moi, je vais commencer par vous poser une question qui me tient très à cœur. En fait, il y a peu de gens, je crois, qui savent que vous êtes une enfant de la balle. Vous avez un père chanteur, une mère comédienne et vous-même, vous avez un peu joué au cinéma. Dernièrement, vous interprétiez votre propre rôle dans L'amour flou, il n'y a pas très longtemps au cinéma. Vous avez un rapport intime et je crois assez fort à la culture et il s'avère qu'aujourd'hui, la culture est assiégée. On a les supermarchés qui sont bondés, mais les salles de cinéma qui restent vides et noires, les églises qui rouvrent et les théâtres qui ferment. Dernièrement, il y avait Jeanne Balibar qui était sur France Inter, je ne sais pas si vous avez entendu son intervention, et qui prenait l'exemple du Portugal puisqu'elle faisait une tournée là-bas. Le Portugal qui a fait le choix de garder la culture à flot, les théâtres qui restent ouverts. Donc, ça prouve, parce qu'ils subissent aussi la crise sanitaire, que c'est un choix politique. Moi, j'ai la sensation que ce soit délibéré ou non, force est de constater que ce sont les espaces, les lieux où on peut rêver ou réfléchir collectivement qui sont interdits. Je voudrais du coup avoir votre analyse de cette situation. Oui, c'est une situation qui est de toute façon insupportable et qui relève d'un choix idéologique qui est celui d'un gouvernement qui est en fait totalement enfermé dans des normes néolibérales et qui du coup fait un choix, qui est un choix politique, qui est un choix de société, de dire ce qui compte le plus, c'est de rester attractif, que la croissance puisse ne pas être trop impactée par les crises que nous vivons. Et finalement, ce qui lui apparaît essentiel n'est pas ce qui est essentiel à la vie. Et dans ce qui est essentiel à la vie, il y a toutes les humanités, parmi les humanités, l'accès à la culture et la vie culturelle. Et c'est un pari qui est complètement dingue parce que justement, quand on est en crise, on a besoin de se ressourcer, de réfléchir, de partager des émotions. Je pense que c'est vraiment un moment où on a vraiment besoin de ça. Et le gouvernement fait le choix de fermer des salles de cinéma, des salles de théâtre et de quelque part marginaliser complètement la culture comme étant quelque chose qui n'est pas essentiel. Or, un projet de gauche, pour moi, doit mettre la culture au centre de l'éducation et la culture au centre, en fait, au cœur. C'est presque le commencement. Ça donne le sens aussi de ce qu'on veut faire. Et peut-être qu'il faut s'entendre sur ce que signifie la culture. Et pour moi, elle sert vraiment à partager du sensible et à penser. Et donc, c'est quelque chose qui crée du lien et c'est quelque chose qui nous rend plus intelligents et qui nous permet de devenir des individus pleinement libres. Il n'y a pas de processus où on devient sujet de sa vie sans, à un moment donné, passer par ce biais culturel qui prend des formes diverses et variées suivant son histoire, son milieu social et culturel. Mais on a toujours un rapport avec ça et c'est ce qui nous nourrit et c'est ce qui nous permet de penser, de critiquer, de vivre aussi une vie libre. Il faut avoir les moyens de pouvoir être libre. Et pour avoir ces moyens-là, je pense qu'il faut la culture. Alors, c'est vrai que moi, je suis une enfant, comme vous l'avez dit, de la balle. Ma mère était comédienne et mon père est chanteur. Donc, c'est vrai que j'ai grandi dans cet univers et peut-être j'y suis particulièrement attachée parce que c'est l'univers dans lequel j'ai grandi. Mais je constate que partout où je vais, vraiment partout où je vais, et je suis élue d'une circonscription très populaire, Sevran, Tremblay et Villepinte, et la place de la culture est très très forte sur les territoires populaires. Donc, partout, en fait, la question de la culture et de ce partage est très important. Il nous reste le livre, mais le livre n'est pas le biais culturel le plus partagé aujourd'hui, parce que tout le monde n'a pas cette culture du livre, cette possibilité, cet apprentissage et cet amour de la lecture. Et donc, on nous ferme quelque part les arts qui sont les arts les plus populaires, pas que, mais les arts les plus populaires. Et en même temps qu'il fait ça, vous l'avez dit, il y a les supermarchés qui sont ouverts, il y a les complexes commerciaux qui sont ouverts, il y a aussi la salle Drouot qui est ouverte. Je trouve que c'est un symbole incroyable. La salle, voilà, qui est une salle des ventes, tout simplement. Donc, quand il s'agit de commerce, quand il s'agit de vendre, au fond, le gouvernement macroniste pense qu'il faut ouvrir. Et pour le reste, on attendra parce que ce n'est pas important. C'est une industrie, la culture.
c'est une industrie. Donc, il y a ce que nous perdons toutes et tous comme individus dans un moment où on a particulièrement besoin de la culture. Et puis après, il y a cette industrie avec des hommes et des femmes qui la font vivre et qui sont dans une situation d'avance très grande tension parce qu'on nous promet sans arrêt que ça va réouvrir et ça ne réouvre jamais. Donc, c'est très dur. Et puis, avec des conséquences économiques qui vont être terribles. Hein. On le sait pour les restaurants et les cafés, qui font aussi partie de la vie, du partage, etc. Et c'est pour la culture un massacre qui est en fait en cours, où comme d'habitude, ce ne sont pas les superstructures, les grosses boîtes qui vont fermer, mais d'abord tout ce qui est le maillage territorial et qui crée de la diversité. Parce que la diversité, c'est ce maillage au plus près avec des petites troupes, avec des petits théâtres, avec des petits cinémas indépendants, etc. Et ceux qui vont morfler le plus, ce sont évidemment ceux qui garantissent aujourd'hui cette diversité culturelle. Donc moi, ça me met dans une colère noire. Et le choix aurait pu être différent. Et d'ailleurs, il y a des tests qui sont faits dans d'autres pays. Je pense à Barcelone, où ils ont ouvert une salle de spectacle très grande et où ensuite ils ont fait des tests et il n'y avait pas eu une contamination. Donc si on est protégé comme on l'est, je veux dire, on peut s'entasser dans le RERB et la ligne 13 en Île-de-France et on ne peut pas aller au cinéma en étant à 1 mètre de distance avec un masque. Il y a quelque chose qui ne va pas et si ça ne tourne pas rond, c'est lié au projet politique en fait, aux fondamentaux du projet politique de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui mais qui au fond nous gouvernent depuis 30 ou 40 ans. Vous dites vous-même qu'en fait, la culture, c'est quand même une industrie. C'est-à-dire que le gouvernement, il n'arrête pas de nous parler d'économie, il faut sauver l'économie. On le voit dans les choix qui sont faits, les supermarchés, comme vous dites, les salles de vente. La culture, ça va être un grand trou dans le PIB aussi. Donc, comment vous expliquez cette déconnexion ou ce rapport à la culture, justement, aujourd'hui, quoi? Je pense vraiment que ça fait très longtemps que la culture est marginalisée, y compris dans le débat politique. Hein. Je veux dire, la culture fut un temps quand même que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, certes, mais où quand même l'ambition culturelle, ça existait. On débattait même de la culture. Aujourd'hui, c'est un sujet qui n'est plus débattu politiquement. On parle d'autres choses. On parle de normes comptables, on parle de plein d'autres choses, mais on ne parle pas de la culture. C'est devenu un sujet marginalisé. Donc forcément, après, le secteur lui-même devient marginalisé, ce qui est une folie, c'est une aberration, surtout en France et en Europe, où ça fait partie de nos points de force, absolument. C'est, je pense, à la fois le fruit d'une logique politique et aussi une folie, comme vous venez de le dire, mais on n'est pas une folie près. C'est-à-dire que le niveau d'incompétence du gouvernement, avec le fiasco des masques, des tests et maintenant des vaccins, on sait bien que la cohérence, le fait de bien gérer, même tout simplement, d'être tout simplement compétent et de bien gérer les choses, ce n'est pas non plus ce qui caractérise ce gouvernement, ce qui commence à faire beaucoup et ce qui est très, très inquiétant pour l'état de notre pays. Hein. Ça, c'est clair qu'on se demande vraiment où on va. Et moi, je leur en veux sur la culture vraiment parce que je pense que c'est ce qui va accroître le mal-être individuel et collectif. Parce que dès lors qu'on est privé de cette possibilité de partage des émotions et de la création comme outil pour se projeter aussi. Pour se projeter, il faut que l'imaginaire fonctionne. Or là, vous supprimez tout ce qui fait justement phosphorer notre imaginaire et tout ce qui permet de sortir aussi les angoisses que nous avons. Donc c'est grave. Ça prépare le terrain, ça participe de la préparation du terrain pour une société fasciste. Parce que la culture, c'est ce qu'attaquent en général les mouvements d'extrême droite. Et le cri de colère, je pense d'ailleurs que politiquement à gauche, peut-être qu'on ne le porte pas suffisamment. On le porte pas autant qu'il le faudrait et on se doit de le faire. Comme vous le disiez, on n'est clairement pas à une folie près. Et je pense que d'ailleurs, c'était le titre du plus récent ouvrage de François Ruffin, Leur folie, nos vies. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce clivage-là qui se dessine de manière de plus en plus forte. Et tout ça pose un peu la question de l'urgence d'une alternative et de bâtir une force politique qui sera en capacité de mettre hors d'état de nuire la majorité qu'on a actuellement par les échéances électorales à venir, et notamment en 2022. En 2008, vous saluez la naissance du MPA en espérant qu'il devienne un parti ouvert et populaire. Plus récemment, vous avez lancé une initiative avec Elsa Fossillon, le Big Bang de la gauche, avec l'idée de rassembler toutes les forces de transformation sociale et écologique. Il y avait des militants de l'ELV, d'Ensemble, de l'AFI,
des associations, des membres de la société civile qui ont travaillé ensemble dans ce cadre-là. Et il y a de nombreux autres collectifs qui se sont depuis constitués pour travailler cette même idée de faire tomber les murs entre les forces de gauche et écologistes en vue d'une union et en vue d'une victoire. Et pour le moment, il faut s'avouer que toutes ces démarches, elles ne semblent pas avoir d'impact extrêmement concret sur les décisions des partis à l'approche des élections. Bon, sur les régionales, rien que pour l'Île-de-France, il pourrait y avoir 3 listes de gauche avec Julien Bayou pour ELV, vous-même pour l'AFI et Audrey Pulvar pour le PS. À l'échelle plus nationale, Jean-Luc Mélenchon a déclaré sa candidature. ELV aura sûrement sa propre primaire. Le PSC réfléchit à y aller seul. Où est-ce que vous en êtes par rapport à tout ça? Est-ce que vous arrivez à toujours croire qu'on arrivera à dépasser un peu les logiques internes des appareils, à effectivement faire ce Big Bang en vue de 2022 et quels moyens vous voyez à l'heure actuelle pour arriver à décrisper un peu ces logiques de couloir dans lesquelles on est en train de s'enfermer et par rapport auxquelles il y a une grosse attente, notamment dans les mouvements de jeunesse, dans les mouvements issus de la société civile, pour qu'on arrive à dépasser un peu tout ça et à faire cause commune pour 2022 notamment. Alors, quand on a lancé le Big Bang, il y avait bien sûr cette ambition de rassemblement très claire qui, moi, fait partie de vraiment des je ne sais pas comment dire, mais enfin, presque de mon identité politique. C'est vrai que je cherche très souvent et depuis toujours à créer du rassemblement large parce qu'il faut être candidat au pouvoir, c'est-à-dire il faut prétendre gouverner parce qu'on ne peut pas simplement critiquer les pouvoirs en place et pas se mettre en situation d'être majoritaire dans le pays. Et pour être majoritaire, ça ne peut pas être une seule sensibilité politique qui arrive à construire cette majorité. Donc, il faut du rassemblement, ça c'est l'évidence. Mais dans le Big Bang, nous n'avons pas dit seulement rassemblement, nous avons dit aussi qu'est-ce qui permet de créer une dynamique populaire. Et pour créer cette dynamique populaire, il en va aussi du contenu de ce qu'on raconte. Et c'est les deux choses, hein. Ce n'est pas l'une ou l'autre qui primerait sur l'autre, c'est-à-dire demain, si on a le rassemblement, mais qu'on n'a pas réussi ce travail de refondation d'un projet de transformation sociale et écologiste du XXIe siècle, ça ne marchera pas. Je rappelle que quand on a gagné en France à gauche la présidentielle, je pense par exemple à 1981, il n'y avait pas une seule candidature. Donc le sésame par l'unité a évidemment des limites très grandes, hein. Donc ça ne veut pas dire que je ne suis pas pour la rechercher, je suis pour la travailler, la préparer, y compris au second tour, parce qu'en 80, on sait qu'il y avait deux grandes candidatures à gauche, mais ensuite, il y a eu, grâce à un programme commun négocié, la perspective de gouverner ensemble et donc de construire des majorités. Donc c'est peut-être plus dans cet état d'esprit qu'il faut réfléchir. Or, la difficulté devant laquelle on est, on l'a vu notamment à l'occasion d'un sondage qui a été fait au mois de septembre, je crois, qui testait la possibilité d'une candidature unique de la gauche. Et qu'est-ce qu'on a vu dans ce sondage? On a vu que quand Jean-Luc Mélenchon était le candidat de toute la gauche, il améliorait le score, il faisait même d'ailleurs le meilleur score dans le cadre de cette hypothèse d'une candidature unique, puisque je crois qu'il arrivait à 15, et quand c'était Anne Hidalgo, elle arrivait, je crois, à 13. Bon. Mais en fait, quand on voit le score qu'ils font par eux-mêmes avec d'autres candidatures à côté, eh ben, l'amélioration est toute petite. C'est-à-dire que Mélenchon passe en gros de 13 à 15 et Anne Hidalgo de 11 à 13, quelque chose comme ça. Donc, ça veut bien dire qu'il n'y a pas de report aujourd'hui dans les électorats. Parce que cette idée de deux gauches qui proposent des projets, l'un issu de ce qu'on a pu vivre avec l'ère Hollande, etc., en tout cas un projet plus modéré qui s'inscrit dans l'histoire de la social-démocratie européenne, et un projet de transformation en profondeur tel que proposé par la France insoumise, par des communistes, par d'autres, hein, bien sûr, dans la société, eh bien, pour l'instant, il y a comme une césure, pas simplement sur le plan des partis, des politiques institutionnelles, mais aussi dans la société telle que perçue. Or, évidemment que c'est un handicap
pour arriver à gouverner, puisque au final, il va falloir qu'on arrive à s'entendre. Mais on ne peut pas balayer d'un revers de la main et se dire, il n'y a juste qu'à s'entendre. Non, il y a des vraies questions de fond sur comment on gouverne demain, quelle est notre ambition, quelle marge de manœuvre on se donne, quel rapport on a avec le libéralisme économique, avec l'écologie, mais pas simplement comme un espèce de greenwashing où on peut faire ami-ami avec des grands groupes et penser qu'on va régler la crise environnementale comme ça. Hein, ça ne marche pas. Et là où j'ai espoir, c'est qu'il faut qu'on arrive à créer des passerelles, en fait, entre des univers qui ont été très clivés, qui sont clivés encore aujourd'hui quand on teste l'électorat, donc qu'on observe. Mais comme on voit bien qu'on n'a pas de perspective d'espoir, si au final, il n'y a pas quelque chose de l'ordre du rassemblement, eh bien, on va dans le mur. Donc, pour l'instant, je plaide pour continuer les passerelles, continuer à se parler. Et il y a d'ailleurs des choses qui avancent. Il y a d'ailleurs beaucoup de choses qui avancent. On entend des bouger côté socialiste, par exemple, sur le rapport au libéralisme économique. Il y a des choses qui avancent. Moi, je vais en prendre acte. Et du côté, par exemple, des insoumis, j'entends ces derniers temps un discours de rassemblement à gauche beaucoup plus net qu'il n'a parfois été. Il y a aussi, bien sûr, les écolos qui jouent une place, Europe Écologie Les Verts, qui jouent aussi une place importante. Et c'est aussi une bonne nouvelle de voir que maintenant, tous les partis politiques de gauche mettent l'écologie au cœur de leur discours, au cœur de leurs propositions. Et ça, c'est aussi ce qui permet d'avancer, parce que pendant très longtemps, il y avait d'un côté la gauche productiviste, de l'autre côté les écolos, et on ne voyait pas toujours bien comment tout ça allait s'imbriquer. Or, je trouve qu'on a avancé. Sur la cohérence de l'articulation entre les deux. Et comme moi, je pense que c'est ça le cœur de cette refondation, la refondation du projet, qui nous place dans une autre situation par rapport à ce qu'a été l'histoire du mouvement ouvrier, qui a quand même duré fort longtemps. Tout le XXe siècle, c'est l'histoire du mouvement ouvrier, avec un pendant, je dirais, plus réformiste, un pôle plus réformiste et un pôle plus révolutionnaire, mais ancré dans un même moule commun, qui est celui de la tradition du mouvement ouvrier, et pour faire bref, d'une culture, je dirais, de lutte de classe, enfin, vous voyez, où la question du rapport au capital, du partage des richesses était fondamentale. Or maintenant, elle est complétée par de nouvelles questions, et notamment celles qui viennent de l'écologie, mais aussi le féminisme, mais aussi l'antiracisme. Et donc, comment on arrive à créer un nouveau tout qui est une culture commune à toutes les gauches, même s'il restera sans doute un pôle plus réformiste et un pôle plus révolutionnaire, mais au moins qu'il y ait une culture commune fortement partagée et qui nous permette d'envisager de travailler ensemble et donc de créer l'espoir dans le pays. Comme vous le disiez, je pense que l'enjeu fondamental, en fait, c'est comment on refait naître un immense espoir dans le pays autour d'un projet de transformation qui est forcément de rupture, qui est forcément radical vu la situation dans laquelle on est. Et il y a aussi cette impression que les partis en tant que tels sont à l'heure actuelle pas en capacité de transformer en propositions politiques les énergies politiques qui se sont développées dans tout le pays. Les Gilets jaunes, le mouvement antiraciste, le mouvement féministe sont extrêmement puissants. Et il y a cette impression qu'en fait, il y a justement, on parlait de passerelle, il y a peut-être une passerelle qui n'est pas encore complètement construite entre toute cette énergie-là qui est vivace et puis ce qui se passe dans les partis. La clé, elle est peut-être là aussi, et elle aiderait peut-être aussi à déverrouiller les conversations entre les militants qui appartiennent plutôt à des structures partisanes. Le Big Bang, c'était une tentative aussi dans ce sens-là, de faire tomber les murs, pas seulement entre des partis, mais de faire tomber les murs entre les partis et le reste de la société, et d'inventer des nouvelles manières aussi de militer en politique. Comment vous voyez la situation par rapport à, du coup, tous les mouvements de la société civile? Est-ce que vous avez quelques clés à nous donner pour essayer de transformer justement nos structures militantes pour qu'elles soient davantage en capacité de réceptionner et de travailler avec tous ces mouvements-là? Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on sent beaucoup de défiance dans ces mouvements sociaux à l'égard des formations politiques, des responsables politiques. Et ça, c'est aussi lié à l'ambiance générale.
Je veux dire, c'est pas simplement le problème des partis, en fait, c'est le problème de toute la gauche qui a déçu, dans laquelle on ne croit pas, une méfiance aussi sur l'instrumentalisation qui peut exister parfois de la part de partis politiques vis-à-vis de personnalités issues du mouvement social. Donc, il faut recréer un rapport de confiance. Moi, j'ai pas de martingale pour ça, hein. Pas de martingale, ça se travaille. Ça veut dire se parler davantage, faire ensemble en fait. Je ne veux pas minorer les mouvements qui existent aujourd'hui, ils sont importants, notamment en effet écologie, féminisme, etc. Mais enfin, au total, je ne trouve pas que nous soyons mobilisés à niveau par rapport à ce qui nous arrive dans la tête. Il y a eu les gilets jaunes aussi. Je ne dis pas qu'il ne se passe rien, il se passe des choses, ça fourmille, il y a de la mobilisation sociale, mais ce qui permettrait de faire grandir en fait ces mobilisations, c'est aussi d'avoir une espérance politique. C'est-à-dire que ça marche un peu ensemble. Si on avait une espérance politique, je pense que ça ferait grandir les mobilisations sociales, ça leur donnerait beaucoup plus de force, d'énergie et les gens croiraient plus, y compris même dans la mobilisation sociale. Parce qu'ils se diraient, on a une perspective, c'est quand même, on va pouvoir gagner. Et ce qui aujourd'hui crée du défaitisme et de la résignation, c'est ce sentiment que franchement, c'est très lointain, cette perspective de pouvoir gagner. On est un peu dans la même galère, même quand on est d'un côté ou de l'autre, parce que quand on est dans le mouvement social, et moi j'en viens, j'étais d'abord militante féministe, j'ai participé à la création de la Fondation Copernic, ça a été mes premiers engagements quand j'avais votre âge, ou peut-être pour le coup un peu moins, mais donc jeune, et ensuite j'ai fait de la politique, ce qui n'était pas évident d'ailleurs, parce que j'étais très attachée moi, au cadre du mouvement social, ça me plaisait beaucoup, et j'avais cette méfiance un peu à l'égard du monde politique, donc je vois bien la chose, mais sauf que quand on est un militant de longue durée dans le mouvement social, il y a un moment où on voit bien qu'on bute, il y a un moment où la question politique se pose aussi. Donc c'est ça qui me donne l'espoir, notamment vis-à-vis de cette jeunesse mobilisée dans les manifs climat, c'est que je pense que progressivement elle se politise parce que plus on manifeste, plus on réfléchit à une question, plus on perçoit leur dimension politique, plus on se rend compte que descendre dans la rue ne suffit pas et que donc il va falloir faire de la politique. Voilà. Donc c'est aux organisations politiques en effet d'être intelligentes pour créer, encore une fois, ces passerelles, ces liens qui nous permettent de travailler ensemble, non pas pour vider le mouvement social et mettre tout le monde dans l'espace politique, mais en tout cas pour qu'il y ait un travail de conscience politique qui grandisse et moins de défiance et ensuite des batailles à mener ensemble, parce qu'on peut les mener ensemble en étant dans le mouvement social pour une part et dans le monde politique par ailleurs. Alors, une dernière question, après je repasserai la main à Mathieu. Ce qu'on a constaté pendant la crise sanitaire, c'est que ça a vraiment donné lieu à un renforcement de l'aspect viril et patriarcal de la scène politique, avec une verticalité de plus en plus grande des décisions, une forme d'autoritarisme et de paternalisme, des métaphores guerrières à foison, un accent mis sur les clivages et au niveau du travail parlementaire, un non-respect du travail de l'opposition qui était assez marquant. Et on est donc entré de plein pied dans une espèce de guerre sanitaire hyper masculine. Et pour un peu contrer ça, pendant la pandémie, une coalition de femmes politiques, dont vous étiez, s'est organisée pour dénoncer ce coronavirus et faire valoir une forme de sororité dans le champ politique. Quel sens vous donnez à ce travail-là et en quoi ce travail-là est en capacité aussi de changer un peu la manière dont les choses se passent structurellement en politique et quel rôle ça a aussi par rapport à tous les enjeux sanitaires, écologiques auxquels on fait face et dernièrement, quels moyens on a pour accentuer ça, pour accélérer ça et empuissanter le maximum de femmes en politique. Je résume, enfin, c'est quand même beaucoup l'enjeu de la place des femmes en politique, où on a quand même fait un bond de géant. Ça n'a pas l'air comme ça parce qu'on est très en colère vis-à-vis du plafond de verre, vis-à-vis du machisme permanent, vis-à-vis de la dimension très virile de l'expression politique et de la façon de faire de la politique. Donc ça, c'est totalement insupportable. Mais je voudrais commencer vraiment en disant à celles et ceux qui nous regardent de bien prendre la mesure de ce qui s'est passé en un siècle. C'est-à-dire que c'est énorme la révolution qu'il y a eu et nous sommes des intrus. C'est-à-dire qu'on a fait irruption dans un univers qui a été pensé par et pour les hommes. Et la bonne nouvelle, c'est que je dirais que dans les dernières décennies avec un gros S, les femmes étaient très minoritaires.
comme elles étaient très minoritaires, elles n'avaient pas tellement d'autres choix que d'adopter les codes masculins. Moi, perso, par exemple, les modèles que j'ai vus à la télé quand j'ai commencé à faire de la politique, c'était Marie-Georges Buffet, c'était Martine Aubry, c'était évidemment, après on a Merkel, etc. C'est-à-dire des femmes qui, dans leur façon de faire, elles semblaient assez isolées en tant que femmes et finalement dans une forme assez masculine d'exercice du pouvoir parce qu'elles n'en avaient pas d'autres possibilités. La nouvelle génération est plus nombreuse et donc elle peut d'abord faire vivre de la sororité, ce qui évidemment quand on est très minoritaire n'est pas possible. Là, on est quand même à l'Assemblée nationale, on est moins de 40%, mais enfin on est quand même assez nombreuses. Et donc on peut commencer à se parler ensemble et à faire masse et donc à assumer ce qu'on est, c'est-à-dire cette part de féminité qui est culturelle pour moi, que les choses soient bien claires. Je ne suis pas du tout essentialiste, mais on a bien une différence qui est liée à notre éducation, à notre culture, à notre histoire. Et ça, non seulement ça doit être un atout, c'est-à-dire on ne faut pas le mettre sous le boisseau et se mouler dans la façon de faire de la politique des hommes, pour nous-mêmes, parce que c'est juste, parce que voilà. Mais je pense aussi que c'est un atout pour transformer la politique elle-même. Ses thèmes, ses priorités, ses modes très guerrières de faire ensemble. Hein. Ce sont des méthodes qui sont des méthodes qui, à mon avis, mériteraient d'être totalement repensées et que la part des femmes comme collectif, comme histoire, comme etc., culturelle, eh bien, elle vient percuter ce modèle très viril. On a du grain à moudre dans ce moment qui est celui de la vague MeToo, où on brise le silence, où les femmes n'acceptent pas de se faire marcher sur les pieds comme c'était le cas il y a 20, 30 ou 50 ans. Là, on peut faire corps et dire à un moment donné, ça suffit. Et ça, c'est très, très précieux. Je pense que le féminisme, c'est pas le fait d'être une femme, mais le féminisme est une entrée pour nous permettre de gagner totalement notre place à égalité avec les hommes dans cet univers et pour perturber le ronron viril qui s'est complètement imbriqué dans ce qu'est la politique aujourd'hui. Et ça jouera sur la stratégie, sur la démocratie plus grande, sur quelque chose de moins violent aussi, parce que c'est très violent, la politique, c'est un univers extrêmement violent. Et je pense qu'on peut apporter là des choses, comme sur les thématiques, tu l'as dit Claire, c'est-à-dire écologie, etc. On sait que les femmes, par leur culture encore et leur histoire, s'intéressent davantage aux questions du quotidien, aux questions éducation, par exemple, éducation, toute la sphère sociale dont les métiers sont minorés socialement et financièrement. Bref, ça fait beaucoup de choses qu'on peut régénérer. Et quand on a fait le coronaviril, on s'est rendu compte que cette brochette de femmes, on était un peu différentes dans la façon de nous comporter. C'est assez marrant d'ailleurs, parce qu'on n'avait jamais fait de meeting où tout le monde respecte son temps de parole. Ça, faut expérimenter une fois un meeting avec que des nanas, où il n'y a aucun problème, où il n'y a personne qui appelle pour dire quoi, je suis derrière machin, mais moi je veux parler avant truc. Personne, rien. C'est d'une fluidité. J'ai jamais... Moi, je ne rêve... Enfin, c'est un rêve d'organiser des choses avec que des femmes parce que ça se passe tout à fait différemment. Ça, c'est très plaisant et c'est prometteur de quelque chose. Voilà. Du coup, je vais revenir sur un sujet assez viril qui fait un peu guerrier. C'est toute cette question du séparatisme et cette fameuse loi sur laquelle vous êtes assez exprimé et mobilisé, qui, à beaucoup d'égards, atteste d'une forme de repli dans une conception très étroite, très excluante de la République. J'ai une double question un peu là-dessus. D'abord, par quel aspect cette loi est problématique et en fait symptomatique de la pente inquiétante que prend le macronisme actuellement. Et cette loi et puis certaines positions de certains ministres, je pense notamment à Blanquer avec ses propos sur l'islamo-gauchisme, sont finalement assez symptomatiques d'une certaine vision de la République qui finalement est assez loin de celle de, par exemple, Jean-Luc Mélenchon qui avait esquissé qu'il en avait esquissé une en parlant de créolisation, loin aussi des formes de fédéralisme qui sont promues par les écologistes pour mieux donner vie à la diversité des identités, des territoires. En fait, pour vous, on parle beaucoup de ça en ce moment, quelle conception de la République faudrait-il construire pour rompre avec celle du macronisme ? Pour moi, il faudrait que la République tienne sa promesse, déjà, liberté, égalité, fraternité, totalement abandonnée. Liberté, en ce moment, non seulement il y a le libéralisme économique qui est contraire
à la liberté véritable parce qu'il accroît les inégalités. Or, quand vous n'avez pas de quoi vivre, que vous êtes dans la précarité, que vous êtes dans la galère, bref, forcément, vous ne pouvez pas devenir un individu libre. En tout cas, ça complique votre situation. Et en prime de ça, sur la liberté, nous avons remarqué maintenant, nous savons depuis Thatcher, mais avec Macron, on a une expérience XXL, que le libéralisme économique s'accompagne tout le temps de contrôle social accru. C'est-à-dire qu'on met nos libertés sous surveillance. Et de ce point de vue, je pense qu'un certain nombre d'électeurs de Macron n'avaient pas vu venir à quel point il aurait ce profil autoritaire et il accumulerait les lois, je crois qu'on en est à la 9e, qui sont des lois liberticides en 3 ans. Ça, c'est le premier pied. L'égalité, alors là, franchement, d'ailleurs, on parle de moins en moins d'égalité. En Macronie, on parle d'équité, c'est un sous-produit d'égalité. L'égalité, on a vraiment l'impression que c'est devenu quelque chose tout à fait aux oubliettes, qui est une promesse républicaine absolument pas tenue. Non seulement égalité entre les individus, mais aussi égalité entre les territoires, comme nous l'a rappelé avec force le mouvement des Gilets jaunes. Et la fraternité, alors là, la fraternité, je dirais que pour moi, le symbole, ça a été ce moment où on a vu des forces de l'ordre venir déloger des sans-abri migrants qui étaient installés sous des tentes, dans le froid, au pied du symbole de la République, et qu'on voit là un acte extrêmement violent vis-à-vis des plus fragiles parmi les plus fragiles. Et moi, pour moi, ça a été une image vraiment où je me suis dit, ça, la fraternité, ça y est, elle est complètement fracassée. Donc, tenir la promesse républicaine, c'est pas rien. Et après, à l'intérieur de cette promesse, la République, elle doit être sociale, démocratique et laïque. Nous, ce qu'on propose, c'est de refonder la République. C'est-à-dire qu'on pense qu'elle est aujourd'hui dans un état de lambeau, vraiment de lambeau, pour une raison simple, si je devais résumer, c'est que la défiance est trop grande maintenant entre les citoyennes et les citoyens et les institutions qui font marcher si j'ose dire, qui font vivre normalement la République. Le pacte républicain, il a l'air complètement éclaté en morceaux. Et donc c'est pour ça qu'on propose un processus constituant pour refonder les bases d'une République qui tienne sa promesse. Voilà. Et à l'intérieur, ça voudrait dire qu'on augmenterait le socle des droits, notamment constitutionnels, pour y faire entrer toute une série de choses qui accroît le socle des droits et des protections des citoyennes et des citoyens, et qui aussi permet d'avoir des appuis pour enclencher la transition écologique. C'est ça que nous, on propose et qui nous paraît tout à fait urgentissime. Parce que je n'ai pas l'impression que Emmanuel Macron ait une culture républicaine digne de ce nom. Je ne sais pas de quoi il parle. Et d'ailleurs, vous avez parlé de la loi séparatisme. C'est un cafouche, cette loi, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, une centaine de sujets qui sont abordés, une cinquantaine de sujets, pardon, dans une centaine de thèmes dans la loi. On ne voit pas où il veut en venir. C'est-à-dire que ce n'est pas clair sur la laïcité, il n'y a rien sur le social. Ce n'est pas clair sur la laïcité au sens qu'en fait, c'est une loi qui va donner davantage de moyens au culte et qui passe à côté de toute une série de choses qu'on aurait pu mettre en œuvre par la loi pour améliorer la séparation des églises et de l'État, enfin plein de choses en fait en termes de laïcité. Ça n'est pas fait, il n'y a rien sur le plan social, mais par contre ce qu'on voit bien, c'est la chasse aux musulmans qui est organisée dans cette loi et qui transparaît de toute la loi. C'est pas cohérent et c'est d'aucune utilité, c'est important de le dire aussi, dans la lutte contre le terrorisme, parce qu'au fond tout ça vient normalement de là, et qu'on a l'impression qu'on nous agite, vous voyez ce que je veux dire, des choses, parce qu'on va avoir beaucoup de polémiques qui vont naître, parce qu'il y a tellement de sujets abordés que vous allez voir qu'on va avoir une polémique par jour qui va sortir, mais qui ne nous aide pas à sortir de la nasse dans laquelle nous nous trouvons par rapport à la lutte contre le terrorisme, ou alors par rapport à la panne républicaine que tout le monde peut constater en fait. J'aime beaucoup ce que vous dites quand vous parlez d'une nouvelle république où on réinstaurerait des droits, parce que j'ai l'impression que dans les luttes sociales, là, ça fait quand même dans les luttes écologistes, en fait, de nombreuses années où on est toujours en recul, c'est-à-dire qu'on prend des coups et puis on se défend de ces coups-là, et donc on recule à chaque fois, on essaie de reculer le moins possible, alors que maintenant la question, ce serait peut-être de essayer de réavancer. Et j'aurais aimé finir là-dessus avec vous sur peut-être une note d'espoir, parce que en ce moment avec le Covid et avec toutes ces lois, désolé du mot, mais dégueulasses qui nous tombent dessus, en tant que militant politique, même en tant que citoyen, je pense que c'est très difficile de reprendre un peu de bagou pour se bouger, pour répondre, pour résister et pour avancer. Voilà. Est-ce que vous auriez
une petite lueur d'espoir à nous apporter sur ce sujet. Complètement. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit en conquête et pas simplement en résistance. L'esprit de conquête, elle est fondamentale. C'est ça qui crée aussi de l'espoir. C'est d'imaginer que demain pourrait être mieux. Et donc, pas simplement… Alors, en même temps, le problème, c'est qu'on est face à un gouvernement qui est tellement violent qu'on n'arrête pas d'essayer de défendre ce que moi j'appelle les conquis. On appelle ça les acquis, mais en fait c'est des conquis au sens où ça a été le fruit de conquêtes, de batailles, etc. Donc j'ai mené la bataille des retraites à l'Assemblée nationale, c'était ça. On a passé notre temps à défendre des choses et retrouver l'esprit qui nous permet de dire non, on ne veut pas simplement défendre ce qu'on a, on veut des propositions qui nous projettent dans l'avenir pour améliorer nos situations, nos vies. Ça, c'est pour moi une démarche de gauche. C'est dans le travail de refondation, ça doit être au cœur. Mais il faut qu'on arrive à trouver des propositions emblématiques qui donnent à voir cette perspective-là. Merci. Bon, sur cette note d'espoir à laquelle on va se raccrocher, on va se quitter et terminer ce podcast de climat social. Un grand merci d'avoir été avec nous. Et du coup, on vous souhaite à toutes et tous un bon courage et à très vite sur le front des mobilisations.